Très bien, écoutez, je vous propose de poursuivre cet après-midi agricole de notre commission d'enquête sur les agences de l'État et autres opérateurs. Mesdames, messieurs, madame le rapporteur, mes chers collègues, ma chère collègue, nous recevons monsieur Stéphane Gallet et Thomas Gilbert, secrétaires nationaux de la Confédération paysanne, et madame Aurélie Rebière, vice-présidente de la coordination rurale. Mesdames, messieurs, merci pour votre présence. Cette audition sera suivie tout à l'heure de celle des représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Notre commission d'enquête porte sur la mission des agences, opérateurs, organismes consultatifs de l'État. Nous examinons les organismes dépendants de l'État, mais pas ceux qui dépendent des collectivités territoriales, évidemment. Nous avons par exemple auditionné ces derniers jours l'ADEME, l'Office français de la biodiversité, les agences de l'eau, France Agrimaire et, juste à l'instant, l'Agence des services et de paiement. Nous sommes donc intéressés par vos observations sur ces agences et opérateurs. Les agriculteurs comprennent-ils bien à quoi servent ces opérateurs? J'imagine que oui, mais vous allez pouvoir nous expliciter tout ça. Dispositifs d'information adéquates sur les canaux par lesquels il faut passer pour recevoir ces aides. Je pense par exemple à France Agrimaire, à l'Agence des services de paiement ou encore aux agences de l'eau. Ces opérateurs interviennent également pour contrôler l'application des normes. À ce sujet, notre objectif n'est pas de remettre ou de mettre en cause tel ou tel opérateur ou ses agents, ni de nous lancer dans un chantier de refondation de ces normes. Nous souhaiterions néanmoins avoir vos idées et propositions sur la manière dont une meilleure organisation des services de l'État pourrait contribuer à améliorer la situation, en tout cas votre situation. Cela m'amène à vous poser les questions suivantes. Que pensez-vous de l'initiative récente d'organiser une visite annuelle de contrôle administratif d'exploitation qui devrait remplacer des visites multiples? Est-il nécessaire que le préfet ou les collectivités locales soient mieux impliquées dans ces contrôles? Deuxième question. Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif de 8 minutes, j'irai peut-être 10-15 minutes grand maximum partagées entre vous trois. Pour un propos donc introductif. Il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement, de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Allons-y. Parfait. Écoutez, on va donc commencer par ce propos introductif. Bon, peut-être on va commencer par monsieur Stéphane Gallet et on va suivre comme ça vers la droite. À l'issue de votre propos liminaire, je laisserai la parole à madame le rapporteur pour une première série de questions et notre commissaire de l'après-midi poursuivra sur un autre cycle de questions qui permettra d'alimenter cet échange. Voilà, c'est à vous. Là, ok, c'est bon. Oui, je répète, donc merci de nous donner la parole à la Confédération paysanne, syndicat généraliste qui représente les paysans et les paysannes, les agriculteurs et les agricultrices, et qui porte le projet d'agriculture paysanne. Voilà, nous, la commission d'enquête intervient dans un moment particulier aussi d'actualité suite à de nombreuses manifestations de la colère agricole, d'un malaise profond de l'agriculture. Et du coup, on souhaitait rappeler, nous, que ces agences et ces opérateurs ne sont en aucun cas responsables du manque de revenus agricoles et ne sont pas responsables de la cause principale du mal-être agricole. Ces agences et ces opérateurs sont des outils au service d'une vocation publique. Et pour nous, en fait, Confédération paysanne, le sujet, c'est le choix des politiques publiques pour le secteur agricole. Leur remise en question, en tout cas, et leur suppression éventuelle serait surtout une libéralisation et un abandon des objectifs qui leur sont associés. Protection de l'environnement, préservation de la biodiversité, promotion et développement de la bio, etc. Ainsi, pour nous, le sujet, c'est pas tant les outils, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait et le maintien de leurs ambitions et de leurs orientations, et du coup, le travail politique à l'orientation et à leurs ambitions. Ça amène aussi à une réflexion sur leur gouvernance
qui doit être un enjeu prioritaire afin de garantir la représentativité et la pluralité des représentants du monde agricole en particulier, quoi. Et nous, on note qu'il y a un problème à ce sujet-là, une problématique de gouvernance. On note aussi qu'on y est très peu souvent associé à la gouvernance de ces agences. Et c'est une revendication que l'on porte, nous, Confédération Paysanne, d'être associés à la gouvernance des agences pour contribuer à l'orientation des politiques publiques mises en œuvre par ces agences. Voilà. Pour exemple, voilà, on note des défaillances dans la gouvernance, par exemple, de l'agence de l'eau, et aussi une défiance de la part de l'État vis-à-vis des orientations prises par ces agences, notamment l'agence de l'eau. C'est le cas. Et on pourra en débattre, mais voilà, ça nous paraît une problématique. Et on note aussi que dans le cadre de cette enquête, le focus est mis sur les agences en lien avec la protection de l'environnement. Et donc, du coup, on pense aussi qu'il y a une espèce de focus de mise sur la problématique des normes environnementales, qui sont pour nous pourtant très protectrices de nos moyens de production. On est, nous, les paysans et les paysannes, les premières victimes des problématiques climatiques, par exemple. On voudrait rappeler aussi que pour nous, à la Confédération Paysanne, c'est bien plus inquiétant l'application des normes sanitaires pensées pour l'agro-industrie, et finalement, en opposition à ce que peut être ce qu'on nous on défend, l'élevage paysan et l'élevage plein air. Particulièrement, ces normes sanitaires adaptées à l'agro-industrie font disparaître clairement de nombreuses fermes. Nous rappelons aussi, pour revenir au cœur du sujet que sont les agences, l'importance de ces agences pour maintenir un rapport à la science objectif qui nous permet de conduire des politiques d'avenir sans déni de la réalité. Et on note aussi que que beaucoup d'acteurs remettent en cause cet apport objectif à la science apporté par ces agences. Et on pense que c'est une des raisons de la prise en bouc émissaire de ces agences. Donc on rappelle aussi que la colère agricole, je l'ai déjà dit, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a une remise en cause par les bénéficiaires des arguments scientifiques des agences, c'est ça? Enfin, Oui, c'est ce que je dis, qu'il y a une partie des acteurs du monde agricole qui remettent en cause l'approche scientifique, mais pas que le monde agricole, aussi du monde politique, parce que justement, il va à contre-courant des intérêts, et notamment de l'agro-industrie, ou de certains lobbies de compétitivité, par exemple. Voilà, quand on remet en cause l'usage de certains phytosanitaires ou la mise en marché de certains phytosanitaires, ça va contre des intérêts de lobby et puis d'un certain modèle de production agricole. Ça, c'est clair et net. Et du coup, on critique en fait le fait scientifique, alors que souvent, il est très objectif, en fait. Voilà. Donc voilà, pour aller un peu plus vite, la suppression de ces agences, c'est ni une réponse, ni un enjeu pour répondre aux colères agricoles qui se sont exprimées et au malaise profond qui s'est exprimé. Pour autant, on note quand même qu'il y a une problématique liée à la surcharge administrative ou la pression administrative qui est vécue par les paysans et les paysannes. Et cet aspect bureaucratique, en fait, pèse nettement sur nos activités et crée aussi une partie de ce malaise. Ça, c'est quelque chose qui est réel. Mais en tout cas, ce n'est pas lié aux agences, mais c'est plutôt lié à la complexité des politiques publiques et à la complexité de leur mise en œuvre. C'est lié aussi en partie à la dématérialisation, l'absence aussi d'interlocuteurs. Nous, on réclame à la Confédération Paysanne qu'il y ait plus de moyens humains dédiés justement à l'accompagnement des agriculteurs sur leurs démarches administratives et des interlocuteurs plutôt que des ordinateurs. Ça, c'est quelque chose qui doit être assez marqué et c'est quelque chose qui, je pense, crée une problématique dans la gestion de nos relations avec l'administration. Voilà. La complexité administrative entraîne souvent aussi un réflexe de délégation, et ce qui fait perdre une partie de l'autonomie sur les fermes, et c'est quelque chose qui est souvent mal vécu par les paysans et les paysannes. On est aussi paysans et paysannes par cette volonté d'autodétermination et de volonté de décision, et du coup, ça, c'est quelque chose qui crée aussi un malaise. Voilà, encore une fois, la surenchère administrative, pour nous, n'est pas due aux organes, mais à la complexité des politiques publiques. Voilà.
Mais peut-être pour compléter, nous, c'est vrai qu'on ne peut que s'imaginer que cette commission d'enquête, elle a pour objectif quand même de montrer du doigt les normes environnementales comme facteur principal du mal-être agricole, comme l'a décrit mon collègue précédemment. Mais alors que même que pour nous, il y a vraiment la question du revenu qui doit être absolument centrale dans cette question-là. Et pour nous, de faire un lien de causalité entre les normes environnementales et le revenu des paysans, c'est quelque chose de plutôt malhonnête, parce que clairement, croire que nous pourrions être compétitifs sur le marché international uniquement par l'abaissement des normes, ce serait quand même oublier bien des avantages comparatifs qui sont qui ont un effet énorme sur le prix de nos productions, comme par exemple les avantages comparatifs agronomiques ou encore l'avantage comparatif de la rémunération du travail paysan, tout simplement. Pour l'exemple de l'avantage comparatif agronomique, il suffit de prendre le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, où on voit bien que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays dont c'est un peu le paradis de l'herbe, et que, évidemment, les coûts de production de la viande ovine en Nouvelle-Zélande va être bien moindre que celle de nos éleveurs et de nos éleveuses localement, de chez moi, en Limousin, par exemple. Et donc, ça explique aussi la chute du cheptel localement. Et donc, on va importer de la viande de l'autre bout de la terre uniquement pour des raisons économiques, alors que ça n'a pas vraiment de sens d'importer d'aussi loin. Le coût du travail, on pourrait aussi citer la question de l'importation des fruits et légumes qui vient des pays de l'Est, alors même que dans la construction du prix des fruits et légumes, le coût du travail est évidemment extrêmement important. Donc on n'a aucune volonté de baisser le coût de la rémunération du travail. On peut être d'accord derrière ce que vous dites ou pas. D'ailleurs, pour le coup, je pense que c'est un sujet important. En effet, c'est votre sujet. Notre sujet de commission d'enquête, c'est votre relation avec les opérateurs, les agences de l'État. Est-ce que ces opérateurs et ces agences sont facilitantes par rapport à votre quotidien? Vous évoquiez tout à l'heure la question de la surcharge administrative. Est-ce que votre relation avec ces opérateurs est efficace de ce côté-là? Est-ce qu'il y a une surcharge? Vous témoignez d'une situation qui est concrète. On peut constater plein de choses. Votre métier est aussi assez propres difficultés par rapport à des filières, un modèle économique. Voilà, ça, on en est conscient, on peut en débattre. Je pense que le sujet de la commission d'enquête, c'est un autre sujet. Même si, en effet, tout ça se recoupe évidemment sur le terrain et vous le vivez au quotidien vous-même, essayons de recentrer le sujet sur notre sujet de commission d'enquête et votre rapport avec France Agrimaire, avec l'ASP, avec l'OFB et autres, de façon à ce qu'on puisse nous avancer sur nos réflexions. La coordination rurale, on peut avoir des questions ensuite. Juste par rapport à ça, et puis la coordination rurale après. Non, mais vas-y si tu veux. Ouais, non, mais juste pour vous répondre, par exemple, vous citiez l'OFB, c'est une agence qui a été particulièrement au centre de l'attention médiatique. Mais en fait, il y a évidemment des problématiques, des fois, de relations humaines entre les agents de l'OFB et les agriculteurs, mais ça reste assez singulier. Et je pense que nous, il a été mis le focus médiatique. Et d'ailleurs, l'OFB a été pris pour nous en termes de bouc émissaire pour éviter de répondre à la problématique, comme disait mon collègue, de revenus, à la problématique réelle de malaise agricole. Et en fait, on comprend mal en fait ce qu'on reproche à l'OFB, à part le fait qu'il contrôle en fait la protection de l'environnement, la protection de l'eau, qui permettent aussi de faire les déclarations, enfin de prendre en charge la prédation. Voilà, ça, nous, on trouve par exemple sur l'OFB que cet acharnement médiatique orchestré, instrumentalisé par une partie des syndicats agricoles, je le dis là, est scandaleux. Scandaleux parce que ça crée un climat délétère justement dans les relations qu'on peut avoir avec les agents, mais avec l'administration. Et ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, pour nous, c'est d'avoir des relations apaisées. Et pour ça, c'est une co-construction justement avec les agences. Il y a sûrement des choses à faire évoluer, mais en tout cas, c'est certainement pas en les stigmatisant et en les montrant du doigt, sachant que, pour le coup, on parlait d'objectivité. Ça n'a rien d'objectif. En fait, vous avez une chance sur 120 ans d'être contrôlé par les agents de l'OFB. Il y a 7% des contrôles qui sont dédiés à l'agriculture. Enfin, l'OFB, on peut dire tout ce qu'on veut sur elle, mais en tout cas, c'est quand même certainement pas le sujet problématique
quand on parle de malaise agricole. Voilà, pour prendre un exemple. On va passer à la coordination rurale, et puis on aura les questions et on pourra échanger autour de ces thématiques. Madame Hervière. Oui, bien, merci. Oui, Amélie Rebière de la coordination rurale. Je suis également présidente de la coordination rurale de la Corrèze. Donc, je suis éleveuse de veaux de lait sous la mer et d'équins en Haute-Corrèze. Et je suis installée depuis 10 ans avec mon mari. Et auparavant, j'étais infirmière. Donc, toute la lourdeur administrative et tout le processus d'installation avec les différentes agences de l'État, je sais de quoi je parle. La lourdeur administrative fait partie de mon quotidien, donc tout ce que je vais vous dire, c'est du vécu. Rien de tel que quelqu'un qui vit sur le terrain pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc c'est très bien, on remercie à la coordination rurale, on remercie cette commission de mettre la lumière un petit peu sur les agences de l'État et tout ce millefeuille administratif, parce que c'est vrai qu'on avait quand même attiré l'attention sur ce problème de lourdeur administrative dans le cadre de la loi d'orientation agricole, et ça n'a pas été vraiment suivi, c'était plutôt décevant même. Donc c'est bien qu'on puisse s'exprimer à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pour répondre un peu à mes collègues, le problème n'est pas la loi ou la norme, hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on remet en question. Quand on remet en question la lourdeur administrative, on remet en question surtout des interlocuteurs qui sont divers et variés. On remet en question également les problématiques de terrain avec des agriculteurs qui se retrouvent face à plusieurs agences, face à des doublons. Ils ne savent plus à quel sein se vouer, en gros. Donc, c'est un sentiment d'isolement, en fait, sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a cette machine administrative qui peut se mettre en place des fois et qui peut paraître complètement déconnectée du terrain. Donc, je vais vous lister un petit peu de façon non exhaustive pas mal d'agences de l'État et puis d'établissements publics avec lesquels on interagit. Donc il y a pas mal d'acronymes. Donc il y a le MASA, ministère de l'Agriculture, les préfectures et sous-préfectures, la DDT, la DRAF, la DDCSPP, donc anciennement DSV. Vous avez les chambres d'agriculture, vous avez l'ASP, vous avez l'OFB, vous avez l'ANSES, vous avez l'agence bio, l'ADEME, l'agence de l'eau, la SAFER, la MSA, la DGAL, les CDPNAF, les CDOA, vous avez France Agrimaire, vous avez la BPI, vous avez aussi les INAC, Instituts nationaux de l'origine et de la qualité. Donc vous voyez, toutes ces agences et tous ces établissements font partie des interlocuteurs des agriculteurs. Donc, quand vous avez, par exemple, je vais vous donner des exemples très concrets, hein, quand vous avez un captage d'eau à effectuer chez vous, donc vous appelez la chambre d'agriculture parce que c'est votre premier réflexe, pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire, pour être bien sûr dans la loi et respecter les normes environnementales, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculteur est quand même le premier écologiste et qu'il ne faut pas opposer les écolos et les agriculteurs, parce que le vivant et la biodiversité, c'est quand même notre outil de travail, c'est notre quotidien, on est tous les jours dans la nature, donc on n'est pas là pour pourrir la nature et pour pourrir l'environnement. Donc on appelle la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture nous dit vous pouvez avoir une subvention avec l'ASAFAC. Donc on appelle l'ASAFAC, qui est l'association syndicale d'aménagement des fonciers agricoles. Oui, alors il faudrait se renseigner auprès de l'OFB pour la police de l'eau. Si on est bien dans les clous, il faut demander un conseil. Bon, pas de problème. On appelle l'OFB. Ah oui, mais il faudrait que aussi la DDT se déplace parce que c'est eux qui délivrent ensuite l'autorisation de captage. Bon, pas de problème. Donc, on fait venir la DDT, on fait venir l'OFB. On a un retour plus ou moins rapide de la faisabilité de notre captage, comment il faut faire. Des fois, il faut prendre aussi un cabinet d'études. Il faut trouver un entrepreneur qui se mette en rapport avec la DDT et l'OFB pour être sûr justement d'être dans les clous et de ne pas être verbalisable. Après, ils viennent vérifier si le captage a été fait comme il faut. Donc, c'est un parcours du combattant, rien que pour faire un petit captage et pour pouvoir abreuver nos vaches. Tout à l'heure, on parlait de l'OFB. Je vais vous parler de la prédation, puisqu'en Corrèze, nous sommes quand même sujets à la prédation, alors surtout dans mon secteur, en Haute-Corrèze. Donc, cellule de veille du loup, vous avez la DRAF, vous avez la préfecture, vous avez le préfet coordonnateur du plan loup, vous avez le sous-préfet, vous avez la DDT, vous avez le PNR, donc le PNR de 1000 vaches pour moi. Et puis, on vous explique qu'il y a la gendarmerie. On vous explique que, en cas de prédation, vous appelez la gendarmerie, vous appelez l'OFB. Donc, la gendarmerie se déplace, l'OFB se déplace.
l'OFB qui peut mettre des pièges photos pour suivre un peu le loup, le PNR qui peut mettre des pièges photos pour suivre le loup et qui peut être capable aussi de faire des relevés d'indices, l'OFB qui peut faire des relevés d'indices également. Tous ces formulaires partent à la DDT pour être vérifiés par quelqu'un qui ne sort pas de son bureau, en gros, qui ne va pas sur le terrain, mais qui vérifie la véracité de ce qui a été relevé sur le terrain. On vous dit, c'est prédation du loup ou c'est pas prédation du loup. Entre-temps, on vérifie si votre carte d'identité est à jour auprès de la préfecture pour pouvoir toucher l'indemnisation. Il s'est passé entre la prédation et le dédommagement de la prédation 125 jours et l'administration s'en félicite. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la détresse sur le terrain et si vous imaginez un petit peu l'éleveur, ce qu'il peut ressentir. Donc, ça, c'est un exemple concret également. Je vais vous parler également de la MSA avec une formation sentinelle que j'ai faite, moi, pour essayer de lutter contre le suicide des agriculteurs. Donc, c'est très bien, on fait une formation. Moi, étant infirmière, en plus de formation, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Et je me suis retrouvée dans un cas où j'avais un agriculteur qui était en mal-être et je n'avais pas d'interlocuteur. Moi, je pensais que cette formation permettrait d'avoir des interlocuteurs, un psychologue, d'avoir une assistante sociale. Non, j'ai appelé, on m'a répondu « Ah bah oui, mais il faut faire une fiche de signalement. » Bah oui, super. Alors, une fiche de signalement, donc encore de la paperasse qui va partir on ne sait où, alors que ça peut être une urgence vitale malgré tout, parce qu'on sait bien le taux de suicide qu'il y a dans la profession agricole. Donc ça, c'est un autre exemple. Et puis, je vais en finir avec un dernier exemple, mais bon, c'est une liste non exhaustive à nouveau. L'installation des jeunes. Donc avant, dans mon département, on avait des CDOA, donc c'était les comités départementaux d'orientation agricole. Ça permettait de suivre l'installation des jeunes pendant tout leur parcours, mais même après. Donc ça, c'était avant que la région prenne la main sur les installations. Maintenant, c'est un véritable ping-pong entre la DDT et la région. On n'a pas d'interlocuteur parce que les grandes régions, vous voyez comment ça se passe. Donc, on n'a pas d'interlocuteur direct au niveau de la région. Quand il y a un problème, on ne sait pas à qui s'adresser. On n'a pas de suivi des jeunes non plus. Il y a la DDT qui s'en mêle, il y a la préfecture, il y a la sous-préfecture, il y a des services divers et variés des régions. Il y a le département qui met son nez dedans également pour des subventions d'installation. Donc, vous voyez bien que toutes ces agences, tous ces établissements d'État, tous ces services ne peuvent qu'amener une certaine angoisse en fait, dans le milieu agricole. Alors c'est évident que toutes ces agences, tous ces établissements ne sont pas la cause de la crise agricole. Mais moi, mon quotidien, c'est 30% d'administratif. Mon temps, c'est 30% d'administratif. C'est remplir des formulaires, c'est répondre à des questions, c'est remplir des dossiers. C'est un temps incroyable et c'est un temps que je ne passe pas à m'occuper des bêtes. Donc, c'est quelques exemples que je vous ai donnés parmi tant d'autres. Malgré ce qu'a dit le directeur de l'OFB, parce que j'ai écouté du coup son audition, ce n'est pas un problème de normes. Quand la coordination rurale disait qu'il fallait dissoudre l'OFB, ce n'est pas du tout un problème de normes, c'est un problème de terrain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que quand on a parlé de dissolution de l'OFB, c'était une idée en l'air en disant on est au-dessus des lois, on ne veut surtout pas être soumis aux normes, on ne veut plus entendre parler de contrôle. Ce n'est pas ça du tout en fait. On n'est pas au-dessus des lois. Heureusement qu'il y a des normes à respecter, des normes environnementales, ça on ne peut pas le nier. C'est évident que quand on touche de l'argent public, on est soumis à des contrôles et heureusement. Nous, ce qu'on pointe du doigt, c'est la manière dont ça se passe sur le terrain. Est-ce que vous avez déjà vu des agriculteurs attaquer des commissariats ou des gendarmeries ? Le problème, ce n'est pas le port de l'arme. Non, des gendarmeries, non. Il y en a d'autres qui attaquent plus facilement les gendarmeries que les agriculteurs, je peux vous le dire. Le problème, ce n'est pas le port d'armes et ce n'est pas l'autorité. Le problème, c'est la façon dont ça se passe sur le terrain. Il y a des gros problèmes de compétences sur le terrain. Et ça, on l'a relevé, et ça fait un moment. Et quand il y a des problèmes de compétences, ça peut pas bien se passer sur le terrain. Donc nous, ce qu'on relève, c'est qu'il y a la police à faire respecter, très bien, il y a des services de l'ordre pour ça, il y a la police, la gendarmerie, pourquoi pas avoir une branche gendarme qui soit spécialisée dans la police de l'eau, c'est pas le problème. Mais ils ont ce statut de force de l'ordre et ils sont formés. Ils sont formés à porter une arme, ils sont formés à avoir comme interlocuteur en face n'importe quel citoyen en ayant cette stature d'autorité.
Et puis, vous avez la fonction de conseil à côté, où là, vous avez des agents de l'OFB qui peuvent très bien venir délivrer un conseil sur une exploitation agricole, mais ce n'est plus le même statut et ce n'est plus la même prérogative. Donc, on doit parler du contrôle unique, ça tombe bien parce que j'ai fait partie de la commission de la MISA là, qui sert justement à mettre en place le contrôle unique. Le contrôle unique, il faut qu'il y ait 3 conditions, qu'il soit programmable, en présence de l'agriculteur et que ce soit un contrôle administratif. Donc les administrations s'arrachent les cheveux parce qu'il y a des planifications semestrielles. Donc il y a certaines administrations qui ont planifié pendant le premier semestre, d'autres qui planifient pendant le deuxième semestre. L'OFB nous dit, ah ben nous, vu que c'est des contrôles souvent qui partent au niveau judiciaire, ça peut pas nous concerner. Et si c'est des problèmes administratifs, c'est sous la tutelle du préfet désormais. Donc il y a les impôts qui disent, nous, on ne peut pas non plus y participer au contrôle unique parce qu'on a le secret professionnel et que de toute façon, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. La MSA, pareil. Donc, en fait, le contrôle unique, ça donne plus de travail aux fonctionnaires. Ils s'arrachent les cheveux parce que je peux vous dire que j'ai assisté à une réunion, ils se demandent comment ils vont pouvoir faire. Ce n'est pas la solution, le contrôle unique, pour moi. Enfin, pour la coordination rurale, il va falloir réfléchir à une autre manière de procéder. Et on ne demande pas l'arrêt des contrôles, on ne demande pas l'arrêt total des contrôles, contrairement à ce que certains peuvent croire. Quand on avait demandé un moratoire sur les contrôles, c'était le temps justement de cette simplification administrative, qu'on puisse mettre tout à plat, qu'on sache où il y a des doublons, qu'on sache comment on peut s'organiser, comment les contrôles peuvent se passer au mieux dans les exploitations parce que c'est source de stress régulièrement. Et puis, pourquoi pas, justement, dévier les contrôles sur toutes les marchandises importées, sur tout ce qui peut créer un petit peu une baisse de revenus chez les exploitants agricoles parce que le fond du problème, on est d'accord avec nos collègues, c'est qu'il y a un problème de revenus. Donc là, on est là pour parler des agences de l'État et des organismes publics. Et c'est vrai que c'est bien de mettre la lumière un peu là-dessus pour voir un petit peu tous les doublons qu'il peut y avoir. Très bien, merci mesdames. Alors, je vois bien que vous avez tous très envie d'interagir les uns avec les autres. Par contre, ça ne se passe pas tout à fait comme ça sur notre commission d'enquête, mais on va, sur la base des questions des uns et des autres, et notamment de madame le rapporteur, essayer d'animer et faire en sorte que l'ensemble des points de vue soient recueillis. Merci Monsieur le Président. Donc je vais vous poser des questions assez précises qui appellent en fait de votre part une réponse précise. Vous pouvez ne pas être d'accord, le sujet n'est pas là, mais la première question, c'est pour vous, qui verse de la manière la plus efficace les aides aux agriculteurs entre les régions, l'ASP et France Agrimer? Moi, j'aimerais quand même... Enfin, je suis désolé, là, on vient d'entendre une liste à l'après-vert. Non, mais je sais bien, mais on n'a pas... Enfin, entre les trois, sans doute l'ASP, mais... Et ça va nous donner quoi, en fait? En vrai, c'est quoi la solution? Qu'on se dise qui c'est qui paye plus vite enfin, est-ce que c'est le sujet? Non, mais est-ce que la politique publique plus efficace, plus efficiente pour qu'elle réponde mieux aux attentes? Par contre, là, il y a une vraie question de soulever, en fait, en vrai. C'est quoi la problématique de la surcharge administrative? Là, on a dit que c'était la liste à l'après-vert de toutes les agences, l'accumulation, etc. Mais là, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, on détournait la vérité par une transformation de la réalité. Mais moi, je viens de faire un captage d'eau. Je n'ai pas vécu la même chose que ma collègue en ferait. Mais c'est incroyable, en fait. Ce n'est pas parce qu'on accumule des noms les uns derrière les autres que ça fait une pression vécue dans les fermes. Mais voilà, ça, c'est une problématique. La surcharge administrative, elle est vécue dans les fermes, c'est vrai, mais elle est surtout en partie due à l'isolement dans les fermes. Ça s'additionne aussi à la surcharge de travail. C'est aussi dû au fait qu'avant, ce travail-là, il n'était pas rémunéré parce qu'il était supporté par les femmes. Et du coup, on revient toujours à la problématique de savoir comment est-ce qu'on rémunère les paysans et les paysannes. Après, que ça soit plus rapidement payé par France Agrimer, l'ASP, en fait, ce n'est pas du tout le sujet. Alors, on s'en fout. Moi, je m'en fous. En fait. Alors, si vous en fichez, je pense que toutes les questions qu'on a à vous poser, vous allez me dire qu'elles ne vous intéressent pas. Je suis désolé, mais moi, comme mes collègues, je suis en colère parce qu'en vrai, c'est un camouflet. De quoi, enfin, quel est le sujet? De savoir qui paye le plus vite entre l'ASP, France Agrimer? L'idée, c'est de réduire, enfin, d'essayer d'optimiser la dépense publique parce que vous nous demandez d'améliorer. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez la situation de nos finances publiques. Donc, à partir du moment où on va être dans l'obligation de faire des économies l'année prochaine, l'idée de cette commission d'enquête, c'est de faire les économies de manière la plus ciblée possible pour ne pas venir pénaliser des politiques publiques qui marchent
et de Les venir parlementaires améliorer celles qui ne à la fonctionnent pas. détresse Si vous des voulez pas paysans, participer à notre Non, mais réflexion, j'entends ce que je pense dit. Alors, la réponse pour diminuer, enfin, pour limiter la perte des paysans et diminuer leur malaise agricole, le malaise agricole profond, c'est de mettre, je vous l'ai dit, et d'accompagner les agriculteurs, de mettre des moyens humains. Alors, peut-être de simplifier effectivement la complexité administrative et l'addition en fait des démarches, mais qui sont dues aussi souvent, et pour le coup ça n'a pas été cité, au fait de vouloir détourner la loi. Enfin, souvent c'est aussi parce qu'il y a eu une pression pour détourner la loi. Il y a des fois des lois qui sont très simples, mais on essaye de faire en sorte qu'il y ait des exceptions à cette loi. Et du coup ça accélère en fait le millefeuille. Je pense que ça serait une des premières choses à faire. Après, effectivement, on peut faire en sorte qu'on améliore, comme vous dites, l'efficacité des agences et des moyens de paiement, etc. Ça, c'est une chose. Mais reprenons les choses à la base, voilà, quand même. nous, notre cœur de métier, on va dire que c'est ça, c'est d'essayer d'améliorer le fonctionnement. Donc j'ai retenu que pour vous, l'entité qui fonctionne la mieux, c'est l'ASP. Sur la question de l'ASP, il y a quelque chose qu'on peut relever quand même. Il y a toujours des soucis qui nous sont à chaque fois dit que c'était lié à des bugs informatiques. Ce n'est pas aux paysans de subir les éventuels bugs informatiques de l'ASP. Et il y a aussi quelque chose qui devient d'assez récurrent et qui... c'est que les aides qui sont toujours payées en dernier sont les aides qui sont liées à la transition, à savoir les MAEC, les aides bio, etc. etc. Et d'année en année, c'est toujours la même chose. Et je suis désolé, mais je reviens aussi sur ce qui a été dit précédemment par les collègues, mais parce que les syndicats opposés, il y a vraiment un double discours. Si on s'applique à appuyer sur la question des normes environnementales, c'est pas pour rien, c'est parce qu'aussi sur le terrain, il y a une attaque qui est extrêmement forte sur la question, en se trompant d'analyse sur la question des normes environnementales. Et là, je suis désolé, mais le discours que je viens d'entendre, il est complètement à l'opposé de celui qu'on entend localement. Et du coup, évidemment, nous, quand on arrive dans une enquête comme aujourd'hui, on porte la question du revenu au plus haut point, puisque c'est ça la vraie question. Et je suis désolé si les propositions qui nous sont faites sont comment améliorer l'efficacité de la vitesse du paiement de telle ou telle agence, franchement, ça craint, quoi. Alors, justement, la question de la réponse et la rapidité de la réponse des opérateurs, notamment par rapport aux aides, ça fait partie aussi du revenu. Enfin, on tourne sur une partie du sujet que vous avez. Juste un truc, quand même, parce que ce qui est compliqué dans vos métiers, je connais un tout petit peu, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul métier quand on est agriculteur. Vous êtes à la fois producteur, vous êtes à la fois maçon, vous faites des travaux quasiment de génie civil, qui ont à chaque fois leur secteur normatif et leur process, leurs interlocuteurs du côté des services de l'État, et ce qui intéresse très particulièrement notre commission. Parce que vous avez des professions, alors plus c'est agriculteur et agriculteur, en fonction du format de l'exploitation, en fonction de ce que vous produisez. Si vous produisez dans l'élevage, dans du lait, vous êtes dans la céréale, vous êtes dans plein de choses. Les cultures tournent aussi, et c'est un métier qui est constamment en mouvement et qui est aussi très fragile par rapport, on va dire aussi, on n'a pas parlé de ça, mais aussi le réchauffement climatique, les aléas climatiques, l'aménagement du territoire, la pression foncière quand on est en Île-de-France. Enfin voilà, vous subissez de toute façon tout ça, et ça rend évidemment extrêmement compliqué votre métier. La relation que vous avez avec l'ensemble des agriculteurs, enfin les opérateurs et agences et les services de l'État d'une manière générale, de ce point de vue, est donc extrêmement multiple. Pour recentrer un peu sur des questions un peu du quotidien que vous vivez, au-delà, enfin voilà, on entend l'ensemble de vos préoccupations qui sont légitimes, et c'est d'autres discussions qu'on a aussi à d'autres endroits. Là, vous exprimez aussi souvent, et vous l'avez exprimé, à un moment donné, vous êtes tout seul dans vos exploitations. Il y a quand même un environnement qui est chargé de partenaires, de gens qui représentent l'État, qui sont là pour faire appliquer la norme, mais pas seulement pour accompagner normalement. Et ça, on voit il semble bien qu'il y a quand même une structuration, enfin quelque chose d'assez phénoménal. Par contre, vous exprimez une solitude sur l'exploitation. Je pourrais presque prendre la question à l'envers. Quelle est la personne, que ce soit opérateur, service de l'État et autres,
qui vous est le plus facilement accessible, au fait, au fond, qui est, mis à part les élus locaux souvent, qui sont souvent auprès des administrés et des entreprises et des exploitants agricoles, qui, des services de l'État, vous voyez régulièrement sur le terrain? Ou est-ce que vous voyez personne? Et à ce moment-là, on a sacrément des questions à se poser. Alors déjà, oui, je vais répondre moi aussi déjà à la question, merci. Donc nous, ce qui nous paraît quand même le plus difficile en termes d'aide, c'est quand même France Agrimaire. C'est-à-dire qu'on passe par un portail, ça fonctionne très peu, c'est des appels à projets, c'est des enveloppes. Donc si on n'est pas arrivé sur notre ordinateur pour pouvoir essayer d'accéder à l'appel à projet, c'est très compliqué. Après, l'ASP, le problème, c'est de trouver un interlocuteur, en fait. Et c'est aussi le sujet, justement, de ces problèmes d'agence de l'État. Et c'est que... Pourquoi ça se passe bien, par exemple, avec l'agence bio? Parce que c'est une petite agence, parce qu'on a des interlocuteurs rapidement, parce que c'est des personnes qui sont proches des agriculteurs et proches du terrain. Et l'ASP paraît complètement déconnectée quand on appelle, c'est des bureaux, ils ne connaissent pas le dossier, donc voilà pourquoi ça se passe mal. Et en région, avec les nouvelles grandes régions, c'est pareil, c'est décentralisé. Nous, il faut appeler à Bordeaux, on ne sait pas qui on a au bout du fil. Quand les régions quand c'était des petites régions, ça se passait quand même mieux. Et tout le problème est là, en fait. Il y a des problèmes au niveau des dossiers, parce que c'est décentralisé, c'est des grosses agences, c'est des machines de guerre, et on est insignifiant, on n'est qu'un petit numéro en fait pour ces agences. Et tout le problème est là, c'est qu'on n'a pas de réels interlocuteurs qui connaissent les dossiers. Et l'agence bio, ce que vous laissez sous-entendre, c'est qu'elle est délocalisée. Non, mais c'est surtout que c'est une petite agence. C'est une petite agence. Voilà. Non, mais c'est juste cette question-là. Oui. Et donc, si je poursuis un peu la question du président, que tout à l'heure vous nous citiez, je crois comprendre que vous voudriez en fait qu'il y ait une personne qui soit chef de file, qui soit vous, votre interlocuteur, charge à lui ensuite d'aller se tourner vers la personne de l'État. C'est le rôle des chambres d'agriculture en fait. Parce que le réflexe d'un agriculteur, c'est d'appeler sa chambre. Si la chambre fait le boulot, elle a des techniciens, elle a des personnes qui sont disposées à trouver l'interlocuteur, à trouver qui il faut appeler pour telle ou telle subvention, qui peut, elle, avoir peut-être une facilité d'accès à France Agrimaire, qui peut avoir un numéro plus rapide pour pouvoir avoir l'ASP, par exemple, au téléphone. Vous voyez, le premier réflexe, c'est la Chambre d'agriculture. Donc on parlait de guichet unique, la Chambre d'agriculture ferait très bien le boulot en fait. Oui, la Chambre d'agriculture devrait être un autre interlocuteur privilégié, mais on connaît la problématique de la gouvernance des chambres en fait. Et voilà, nous, c'est ce qu'on réclame aussi, c'est un changement de gouvernance à l'intérieur des chambres. On a vu toutes les problématiques en fait dans le cadre des élections professionnelles. Et voilà, les chambres en fait, elles sont souvent gouvernées pour la plupart. Et dirigé par la FNSEA, et on voit bien que ça pose problématique aussi que ça soit un interlocuteur privilégié pour l'ensemble des paysans et des paysannes et des agriculteurs, quel que soit leur mode de production et quelle que soit leur façon de travailler sur les fermes. Nous, c'est pas, en tant que moi, paysan confédéré, c'est pas forcément mon interlocuteur privilégié, et ça devrait l'être, et là je rejoins ma collègue, en fait, ça devrait être notre interlocuteur territoire assez privilégié pour nous accompagner sur nos démarches, sur nos formations, etc. Pour appuyer cette question de problème de gouvernance, nous, on a relevé aussi l'ODEADOM, avec qui nos collègues des DROM ont beaucoup de soucis, notamment en termes d'opacité sur la répartition des aides du POSEI. On pense qu'il y a vraiment un gros souci démocratique. C'est quoi le POSEI? C'est une aide spécifique outre-mer. C'est les aides PAC pour les DROM, grosso modo. Et donc, du coup, il y a vraiment un gros problème de représentation de nos organisations syndicales au sein de l'ODEADOM et qui ne peuvent pas, du coup, défendre aussi la possibilité de vouloir diversifier les productions pour que les productions soient plus liées aux besoins locaux. Et en fait, elle est plutôt largement dominée par le lobby de la banane, de la canne. Et du coup, l'orientation de l'ODEADOM, elle devrait pencher vers plus de démocratie et plus de diversification des productions. Alors, vous nous avez parlé des chambres d'agriculture. Est-ce qu'une des solutions ne serait pas que votre interlocuteur unique, il se trouve dans un service de l'État
par exemple la DRAF ou plus près les DDT. Voilà, comme ça dépassionnerait le débat. C'est vous avez voilà, l'État et après charge à cet agent d'aller sur le terrain et ensuite parler à la gendarmerie, à l'OFB, quitte à ce que pour constituer ces cellules de proximité, on vienne récupérer des agents qui sont aujourd'hui dans des structures du ministère de l'Agriculture, mais éclaté. Je ne sais pas, nous, on vous écoute, on écoute ce que chacun nous dit. Et ce sujet de proximité, vous n'êtes pas les seuls à exprimer ce besoin. Et on voit bien qu'il y a en fait des agents d'État, mais ils sont soit tellement peu nombreux qu'en fait, ils ne sont pas dans le local, quoi. Ils sont chacun perdus dans les grandes régions, comme vous dites. Donc, est-ce que pour vous, ça pourrait être une solution ? C'est déjà le cas, en fait, quand on est représentatif au niveau syndical, ça permet quand même d'avoir une relation privilégiée avec la DDT et la préfecture. Et c'est vrai que quand il y a un problème, alors, la gestion des chambres d'agriculture, je rejoins mes collègues, quand on n'a pas une oreille attentive auprès de la chambre d'agriculture, parce qu'on sait comment ça se passe, on voit avec la DDT et avec la préfecture. Parce que c'est des fonctionnaires qui sont objectifs. Donc, et c'est vrai que c'est un interlocuteur privilégié qu'il faut conserver parce que c'est un interlocuteur de proximité, comme vous dites. Et c'est ce qu'on demande, en fait. C'est ce qui fait besoin sur le terrain. Ghislaine, une question. J'ai quelques questions aussi assez précises à vous poser, sachant que, on comprend et voilà, on partage tout à fait. On sait bien quels sont aujourd'hui clairement les sujets, mais c'est vrai que le rôle de cette commission d'enquête, c'est non pas finalement de vous apporter une réponse. Je veux dire, faut pas non plus, c'est pas tant ça le sujet, mais c'est comment aujourd'hui on organise, en tout cas comprendre un petit peu quel est le mode de fonctionnement des agences. Et donc moi j'aimerais revenir de manière très concrète sur justement les aides bio et les aides MAEC où on sait que effectivement systématiquement il y a eu des retards. Je voudrais savoir si aujourd'hui ça y est, voilà, quels sont concrètement les délais et comment ça fonctionne aujourd'hui avec l'ASP. Et puis non, en fait, la question de la pertinence des politiques publiques, elle se pose, en fait. On le sait et on a vu à quel point c'était les attaques et les contraintes environnementales et en fait toutes les agences qui sont autour de ça. Enfin, voilà, c'est un fait qui est réel aujourd'hui et que le vrai sujet, c'est plus, voilà, est-ce qu'on accepte ou pas la pertinence ? On l'a vu sur différents débats qu'on a eu ici, même dans l'hémicycle. Mais la réalité, c'est que ce dont on a besoin de mesurer, c'est la perception que vous avez eue, madame, quand vous détaillez en fait voilà, le captage. Et moi, j'aimerais bien avoir votre perception à vous sur quand vous avez fait votre captage. Et du coup, est-ce que les interlocuteurs, ils sont aussi longs et si voilà, si ça a été aussi compliqué. En fait, c'est d'avoir comme ça des rendus terrain très concrets dont on a besoin. En vrai, pour moi, ça a été assez simple, parce que je me suis adressé à une entreprise de forage et ils ont fait l'essentiel des démarches en nous accompagnant, en vrai. Et on n'a pas eu toutes ces litanies d'échanges telles que je les ai entendues, interminables. Après, c'est l'entreprise qui les a eues, sûrement. Ouais. Mais ok, mais en fait, c'est pas la même réalité que j'ai vécue, c'est tout. Après, c'est un cas très particulier. Je dis pas que c'est le cas pour tous les agriculteurs, les agricultrices. En tout cas, c'est possible de se faire accompagner. C'est possible aussi de vivre une autre réalité que celle que j'ai entendue avec toute la litanie, avec la liste à l'après-vert, qui en fait était juste là pour faire voir un aspect catastrophique de la pression administrative, sans répondre à la problématique, je répète, de la pression administrative qui est réelle en fait, mais vous l'avez dit vous-même, c'est l'isolement, c'est le manque de revenus, le manque d'accompagnement et de moyens humains, mais c'est à ça qu'il faut répondre. Mais je le répéterai encore s'il faut, mais on ne dit pas qu'il n'y a pas une problématique de pression administrative, elle est réelle, elle est vécue, mais elle est très liée aussi à la surcharge, je l'ai dit, à la surcharge de travail aussi vécue dans les fermes, parce que en fait, la rémunération, elle n'est pas présente au regard du nombre d'heures travaillées et au regard de la production produite sur les fermes. Donc ça ne permet pas non plus d'être serein pour prendre du temps en tant qu'entrepreneur,
Parce qu'on nous rabâche souvent ça, qu'on est des entrepreneurs. Mais oui, on est des entrepreneurs. Et donc, comme tout entrepreneur, on a une part administrative. Il faut la réduire le mieux et que ça soit le moins complexe possible. Mais ça fait partie aussi du métier. Et donc, ça veut dire que vous faites appel à une offre privée pour pouvoir justement en fait, vous accompagner dans toutes ces démarches administratives Non, là vous m'avez demandé sur un cas particulier. Oui, je non, vous explique juste la réalité de mon vécu. Mais tout à fait. Mais donc, du coup, là, c'est une entreprise privée. Il n'y a pas de... Qui vous a accompagné dans les démarches? Oui. D'accord. Okay. Oui. Et le coût, en fait, ça représente pour vous un coût important ou finalement, bon, c'est passé dans... Non, mais c'était intégré dans le prix du forage, en fait. Ouais. C'était juste pour vous donner deux réalités de vécu. Là, on a eu une réalité de perception. Moi, j'ai vécu autre chose, qui n'était pas du tout la même perception de pression sur ce cas-là particulier. Je ne dis pas que c'est le cas partout, parce que ça dépend aussi des territoires. La complexité aussi, elle est différente en fonction des territoires. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, sur la question des aides PAC, il y a quand même un souci. Je ne sais pas si vous voyez exactement à quoi ressemble une déclaration PAC. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et notamment quand on a une ferme diversifiée, quand on a... c'est sûr que quand on a une seule production, etc., c'est plutôt simple. Et du coup, on se retrouve déjà pénalisé du fait que quand on a une ferme diversifiée, on doit absolument faire les différentes cultures, les différentes conversions en bio, etc. Et c'est vrai que se retrouver en plus derrière pénalisé sur du retard de paiement, on a l'impression un peu que, comme d'habitude, que quand on essaie, enfin voilà, que la transition, elle passe toujours un peu à l'arrière-plan des politiques publiques, quoi. Alors même qu'il semblerait qu'il y a quand même une urgence à ce qu'on s'attelle à préserver notre outil de production en faisant cette transition agricole, parce que, je le répète, voilà, c'est nous qui allons en pâtir en premier de la dégradation de la biodiversité, de l'érosion des sols, de la fertilité de nos sols. C'est nous qui en pâtissons quand on utilise des pesticides en premier lieu. C'est nous qui en pâtissons quand il y a des aléas climatiques. Et donc, on devrait au contraire encourager cette transition. Et là, c'est clairement pas le cas, quoi. Pour compléter sur les aides PAC, du coup, le calendrier quand même de paiement des aides attaque en général mi-octobre. Et c'est vrai que les MAEC, les aides bio, ou même moi les aides label là, sur les veaux de lait, souvent c'est payé avril-mai. Donc vous voyez la différence qu'il y a quand même entre le début du paiement des aides PAC, qui attaque souvent par un paiement d'aide découplé, c'est-à-dire que c'est pas une aide à la production en fait, on attaque, et ça reflète bien un peu notre agriculture actuelle, c'est qu'on attaque par des aides à la surface qui ne sont pas des aides à la production, et on finit par les aides à la production, donc ça montre bien ce qu'on soutient réellement ou pas, quoi. Et pour finir sur les MAEC, la difficulté de paiement des MAEC, en Bretagne, moi je suis breton, on l'a vécu, hein, elle a été aussi liée à un manque de lucidité politique sur le calibrage de ces aides, et puis aussi sur le traitement des dossiers, quoi. Donc elle n'est pas seulement le fait de l'agence de paiement, elle est aussi le fait des politiques publiques qui n'ont pas anticipé le fait que les paysans y répondent avec volonté à cet enjeu de transition agroécologique. Et donc on peut avoir une inquiétude sur les années à venir, parce qu'on ne peut qu'espérer qu'en fait les paysans, les paysannes, les agriculteurs, les agricultrices s'engagent encore volontairement et nombreux dans ce genre de mesures, tant on a besoin de la transition agroécologique. Mais voilà, il va falloir en face qu'il y ait des politiques et un gouvernement qui soit à la hauteur, parce qu'on aura encore des problématiques. Et puis c'est pas non plus, on parlait des agences, c'est pas non plus aux agences de l'eau de pallier en termes de budget au paiement des MAEC. Enfin, nous, ça nous paraît aussi, pour parler des agences, un détournement de leurs orientations et des ambitions qui doivent être les leurs. Et pour ce qui est des agences de l'État, ou même quand on parlait de la région, le souci aussi, c'est que quand on a affaire à la région ou au département, on a affaire à des élus. Donc, les élus, vous savez comment ça se passe avec les élections, hein, ils ne restent pas non plus ad vitam aeternam. Et puis, avec certaines agences comme l'OFB, on a affaire à un conseil d'administration. Et c'est vrai que l'agriculteur n'est pas assez
investi dans les conseils d'administration. Je vous invite à regarder la composition du conseil d'administration de l'OFB, par exemple, et vous regardez quelle place peuvent avoir les syndicats agricoles sur le nombre de siégeants au conseil d'administration. Et ça participe un petit peu à cette cristallisation sur le terrain, parce que les agriculteurs ne sont pas assez associés en fait à la gouvernance de toutes ces agences d'État en fait. Pour le coup, là, on l'a dit, nous, hein, cette gouvernance, cette absence de gouvernance, cette absence de participation aussi des syndicats dans la gouvernance, et en particulier de l'OFB, ça aussi, effectivement, ça cause un problème, parce qu'on est les premiers concernés par ces agences, en vrai. Et pareil, la gouvernance des agences de l'eau, elle vous pose aussi difficulté. Oui. Parce que les agences de l'eau nous ont vanté le Parlement de l'eau, le fait que les agriculteurs sont représentés, enfin toutes les parties prenantes. Oui, une partie des agriculteurs, pas tous. Et puis, je vous le disais, il y a aussi des défiances de l'État vis-à-vis aussi de ces agences, notamment sur leurs orientations. Voilà, l'agence de l'eau particulièrement, elle a émis des avis, par exemple, contre des moratoires sur les retenues d'eau, les bassines, et ça n'a pas été suivi de fait par l'État. Donc ça, c'est aussi une problématique, et c'est en particulier à une problématique, et en particulier aussi à sa gouvernance, quoi, puisque l'État fait partie de sa gouvernance. Très bien. Bah, écoutez, mesdames, messieurs, merci pour cette contribution à notre commission d'enquête. Beaucoup d'éléments que vous avez pu apporter dans cet échange se recoupent, en fait, avec d'autres auditions qu'on a pu avoir ici même. La question de la proximité, la question de la difficulté à avoir un interlocuteur aussi lisible, unique et de terrain. Et voilà, vous avez contribué tout à fait activement à nos réflexions. Merci beaucoup. Bon retour. Merci.
nouveau 2h30 l'après-midi. Ah non, je me suis trompée d'une semaine, je suis arrivée en mars. C'est bon. Demain après-midi, on arrive. Ah, mais oui. Ah, la bonne nouvelle. Oui, on arrive, c'est pour ça que je me disais. Ah, mais en fait, j'étais persuadée qu'on allait aussi demain, parce que Non, c'était non, toujours non, dans l'agenda. c'est week-end demain midi. Enfin, chez mon déjeuner avec le président du consistoire. Bonjour, messieurs, dames, est-ce que vous nous entendez? Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous nous entendez en visio? Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Ah. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Ah, bah voilà, parfait. Bon, par contre, on ne vous voit pas, mais... Si, parfait. Est-ce que tout le monde... Nous, on vous entend, on a failli vous voir, et... On vous entend, on ne vous voit plus, mais je ne sais pas si ça vient de chez vous ou pas. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'ici, on puisse voir les interlocuteurs, parce que c'est déjà... Ouais. Voilà, là, toucher à rien, c'est très bien, ça nous suffit amplement. Bien.